Mesdames et messieurs, j'accueille Louane Nives. Alors Louane Nives, vous avez fait une vidéo d'1h30 avec concernant les frères catcheurs. Ne pensez-vous pas que le public va se lasser? Bah, je vais être franc, après le tournage, je me suis demandé comment les gens vont pouvoir regarder 1h30 de review sur ce qui s'est passé actuellement à Raw et SmackDown. J'aimerais notamment signaler que dans la description, vous aurez un timecode selon tout ce qui a pu se passer, avec notamment quelques segments assez intéressants. Les grands moments, c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour regarder tout ça et essayer de nous dire votre avis dans les commentaires. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était Louane Nives des frères catcheurs. Bonjour à tous, c'est Louane et Jessie, les frères catcheurs. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer sur le mois catch depuis Super Showdown. Super Showdown. Super Showdown. With the English accent, yeah. I will do the video with the English accent in English, man. Oh, non. Allez, let's go. Allez. On va faire ça sur une forme assez particulière. On va faire ça sur des flops et des tops. Donc on a tous les deux fait un flop 10 de ce qui s'est passé ce mois-ci depuis Super Showdown. Et un top 10. On va commencer par le flop parce que pour nous c'était un mois assez positif pour la WWE. Beaucoup plus positif que les mois passés. Du coup, on va essayer, je pense, de faire ça une fois par mois sur ce qui s'est passé. Bon, là c'est un flop 10 et un top 10 parce que on a pas fait de vidéo depuis Inocel. Très longtemps. Depuis très longtemps. Donc du coup toute la partie Inocel Super Showdown on va pas en parler. Donc en fait il y a 4 tops. Ça fait top 40. C'est ça, top 40. C'est le top 40 sur W9. Du coup on va commencer par toi. Qu'est-ce qui était négatif en 10ème place? Alors en 10ème position pour moi c'est le nouvel Elton de Big Show. Qui encore une fois n'a aucun sens. C'est vrai. Qui met juste en valeur The Bar juste pour faire un match à 6, un 3 contre 3. Ouais, à mon avis, avec le New Day très prochainement. Très prochainement, vu ce qui va se passer. Après, pour résumer un peu ce qui s'est passé, le Big Show a interrompu un match. C'était quoi comme match? C'était, il me semble, Sheamus contre. C'était pas un match pour les titres? Bon. Ah non, c'était un match pour le titre à SmackDown 1000. Ouais, voilà. C'est ça. C'était un match de The Bar contre New Day, où le Big Show a commencé à intervenir et à mettre Kofi Kingston à travers la table. Alors qu'on pensait qu'il allait intervenir et les aider. Ouais, mais non, c'est le heel turn. C'est le heel turn tant attendu. Oh, down, this heel turn is so fucking bad. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'était assez mauvais. Surtout pour un SmackDown 1000 qui devait être dans le mois historique et qui finalement a été juste sympathique. Oui, très bien. Enfin, très bien. Correct, c'était appréciable. En deçà de nos attentes. Mais en partie. On va en reparler de toute façon parce que c'est certains moments qui sont dans mes flops. Mais ouais, SmackDown 1000 c'était pas fameux et notamment le fait que le énième Big Show turn. On va reparler du SmackDown 1000 en général et d'autres moments surtout. C'est ça. Alors que moi j'ai mis en 10ème position dans les pires moments de la WWE depuis Super Showdown, le traitement Nia Jax Ember Moon. La petite rivalité qu'il y a eu en mode on est tous copines et finalement en fait on n'est pas trop copines quand il s'agit de compétition. Nia Jax qui est toujours montrée comme étant la force irrésistible, la meuf à abattre et tout ça, mais qui à côté a des rivalités de merde face à Ember Moon. Ember Moon aussi, qui mérite également un push de la WWE, mais qui reste tout dans sa position de mid-carder, alors que tout le monde attendait un match Ember Moon Ronda Rousey. Peut-être ils veulent pas détruire l'image d'Ember Moon encore. Il n'y a pas d'image d'Ember Moon, justement il a détruit en faisant ça. Par exemple les promos pour les Battle Royale de Evolution ont été, que ce soit à Raw ou à SmackDown, totalement ridicules, avec notamment une arrivée de Tamina qui revenait de blessure totalement naze. Et maintenant on se retrouve avec une rivalité Nia Jax Tamina. Enfin non, c'est une alliance. Une alliance Nia Jax Tamina qui sort un peu de nulle part. Mais c'est pour servir les titres tag team féminins qui arrivent bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont les annoncer, effectivement, mais ça risque d'arriver. Et ce genre d'équipe à la chiasse, j'en veux plus. C'est comme moi, je dis pourquoi pas. Mais Nia Jax Tamina, encore, il y a tout un sous-texte, on est Samoa, on est cousines. Mais par exemple, je parle de Asuka Naomi, qui n'est pas dans les tops et dans les flops. Ils auraient pu être
à cette place. Mais ils auraient pu être vraiment à cette place, ils étaient vraiment proches de passer. Mais ce genre d'équipes qui sont faites pour rien, enfin c'est assez bizarre et c'est... C'est du booking un peu... Ouais, un peu à la va-vite. À la va-vite, fainéant. C'est ça, c'est vraiment feignant. Et voilà, il n'y a rien à dire, c'est des superstars qui mériteraient d'être plus haut dans la carte qu'en position de mid-carder, mais qui restent là parce qu'on ne trouve pas quelque chose qui pourrait leur convenir dans leur carrière, alors qu'ils feraient une bonne course au titre féminin. On veut surtout pusher certaines personnes et ne pas pusher certaines autres. Mais c'est clair, on a Nia Jax et Ember Moon qui savent pas quoi faire et qui sont dans une rivalité assez nulle, alors qu'à côté on a les Bella Twins qui sont revenus et qui sont direct entrés dans la course au titre. Exactement. Les Bella Twins, on n'en parle pas aussi pendant ces flops et top, mais ils étaient pas loin d'entrer, hein, notamment Ribella et Botch. Et les Botch à foison. Enfin voilà, on va passer à la 9ème position. Alors mon numéro 9 concerne le traitement respectif de Samoa Joe et de Finn Balor, chacun à SmackDown et Raw. Alors Samoa Joe, au Super Showdown, il avait affronté AJ Styles. On croyait la rivalité terminée après que celui-ci ait fait taper son adversaire. Dans un putain de match d'ailleurs. Hein. Un putain de match, un match... Il était vraiment bien et il était bien. Ça clôturait bien la rivalité quoi. Ensuite, donc, le champion affronte Daniel Bryan qui avait remporté un match lors de ce même show. Ouais. Mais finalement, à cause d'une volonté de Daniel Bryan de ne pas catcher en Arabie Saoudite, eh bien ils ont ramené Joe, tout simplement, pour pallier un peu l'absence de Daniel Bryan et le font passer pour une sorte de jobber. Une sorte de jobber, mais pour le titre de la WWE. Mais c'est un peu la 4ème roue du carrosse. Quand il n'est pas là, quand il n'y a personne, on met Samoa Joe. Mais le problème, c'est que Samoa Joe, ça va faire son 5ème ou 4ème opportunité au titre qu'il n'a pas remporté, donc du coup ça diminue l'importance de Samoa Joe au show. Et en plus, au lieu de prendre Samoa Joe, ils auraient carrément pu prendre The Miz, qui était le 2ème aspirant au titre, parce qu'il y a eu un match Daniel Bryan de The Miz. Ils auraient pu vraiment rajouter The Miz, même s'il était déjà à la finale. C'est-à-dire même avant le pay-per-view, il était dans le tournoi, il était dans la Coupe du Monde. Mais après, rien n'empêche que The Miz partait pour le titre de la WWE après l'annonce de Daniel Bryan et rajouter quelqu'un d'autre au tournoi. Je me demande bien qui d'autre on aurait pu mettre quand même. Au tournoi? Non, même pour le titre de la WWE. Pour moi, The Miz c'était la solution de facilité en mode Daniel Bryan ne veut pas participer, on va mettre le 2ème aspirant. Est-ce qu'on aurait pu faire une fausse blessure de Daniel Bryan par The Miz? Ça aurait pu. En plus, ça a continué la rivalité entre les deux. Rivalité qui a continué encore avec cette coopération pour être capitaine de SmackDown. Coopération forcée qui vraiment était des putains de bons segments. On vous en parlera pas, mais voilà. Mais c'est dit comme ça. C'est dit. Bon, pour Samoa Joe, c'est parfaitement compréhensible. Et après, pour Finn Balor, c'est vraiment... Finn Balor, oui. Je crois que tu es d'accord si tu dis ça aussi. Je suis d'accord, mais le faire catcher tout le temps face à Lashley, promouvoir le Mixed Match Challenge, sur lequel on reviendra bien sûr, mais c'est un catcheur qui ne mérite pas ça. C'est un grand talent. Il a souvent catché à la NJPW sur le circuit indépendant. Il mérite d'être dans le haut de la carte, dans le main event. Dans le main event. En plus, Roman Reigns est absent, on en parlera bien sûr. On reparlera de plein de choses dans cette vidéo. Mais en tout cas, il aurait pu prendre la place de Finn Balor, de Roman Reigns. Mais encore une fois, c'est un problème de push et de volonté des dirigeants de la WWE. Surtout après le segment de Finn Balor à SummerSlam, où il est revenu en démon et qui a battu Baron Corbin en même moins d'1 minute 30. C'est ce qui aurait pu être un bon retour de Finn Balor dans le haut de la carte, hein, parce qu'une performance comme ça c'est assez rare et même le personnage du démon est hyper apprécié. Et en plus le lendemain, il y avait un match face à Roman Reigns, c'est ça, pour le titre. C'est ça. Et ça c'est terminé, on en avait déjà parlé je pense. Ça c'est... on en avait déjà parlé. On en avait parlé vite fait dans la vidéo de Hell in a Cell, mais même s'il a perdu ce match là, c'était une opportunité et ils auraient pu faire un final teinté, genre
Roman Reigns gagne, mais par... Pour pas décrédibiliser. C'est ça, pour pas décrédibiliser Finn Balor. Et justement, Finn Balor après revient sur ce que Roman Reigns a fait pendant le match. Et ça fait une rivalité Roman Reigns et Finn Balor, ce qui aurait été vraiment original dans le Raw, quoi. Enfin. Et avoir un match peut-être Finn Balor démon contre Roman Reigns, qui aurait pu être vraiment ouf. Un match en cage. Un match en cage. Ah ouais, carrément. Carrément. C'est parti. C'est tous les problèmes de booking qu'il y a dans les shows, dans les main rosters, c'est Vince McMahon. C'est Vince McMahon et vivement que Triple H prenne la main sur ce main roster. Le pec est un peu déchiré. Ouais, bah écoute, je pense que vu le talent de Vince McMahon au booking, je pense que Triple H dans un lit d'hôpital ferait mieux. Ouais. Mais voilà. Alors du coup, ton numéro 9. Mon numéro 9, c'est l'apparition des gars de 205 à Raw. Je vais parler plus précisément de Lio Rush qui, en manager de Bobby Lashley, est vraiment chiant. Ces matchs-là sont un vrai calvaire à regarder et surtout à écouter. Donc Lio Rush, voilà, c'est vraiment insupportable. L'arrivée de la Lucha House Party, qui pour moi, face au travail que fait la Lucha House Party à 205, ne vend pas très bien. Hein. C'était assez ridicule. C'est un segment divertissant de Raw. C'était un segment divertissant, mais c'est pas ça, c'est que ça décrédibilise un peu la Lucha House Party qui fait vraiment un bon travail à 205 et qui à Raw sont juste là pour dire ok, on est les fanfarons et c'est... Après, beaucoup de gens qui regardent Raw ne regardent pas 205. Justement, c'est l'arrivée de ces personnes-là sont faits pour vendre un peu 205 auprès du grand public. Mais justement, on les attire par le divertissement. Peut-être que ça va attirer. C'est pas ça, c'est que la Lucha House Party aurait carrément pu faire quelque chose de mieux à Raw. Ils ont combattu contre les Revival, c'est ça? Il me semble une équipe dans le genre. Hein, c'était les Revival. Enfin, même le match en tant que tel n'était pas fameux. Alors que la Lucha House Party dans les rings, même si au niveau du charisme ils sont pas au top, au niveau in-ring ils sont vraiment très très bons. Et à chaque fois qu'on voit un membre de la Lucha House Party, surtout Kalisto pour moi, on est vraiment scotché à l'écran. Mais c'est plus un problème de smart quand même, de personnes qui veulent du bon catch, de la performance physique sportive. Alors que le catch c'est aussi du divertissement, du spectacle. C'est vrai, mais pour moi ça vend très mal la Lucha House Party. Et après il y a aussi Drake Maverick qui a été mis en tant que manager à AOP. Drake Maverick qui remplace, j'ai plus le nom en tête, le manager. Paul Ellering, c'est ça, Paul Ellering qui remplace Paul Ellering des AOP. Paul Ellering qui faisait un travail et qui vraiment mettait son empreinte dans le charisme de Authors of Pain. Et Drake Maverick qui change de personnage selon les shows et je trouve ça totalement dégueulasse. Comme Lio Rush. Bah, plus ou moins. Non, Lio Rush reste pareil. Lio Rush reste pareil. Au début, il était face quand même, quand il arrivait avec Lashley, mais ils l'ont changé. Ils ont changé Lashley, donc. Ouais, donc du coup là, ça reste cohérent avec ce qu'il fait avec 205. C'est vrai qu'au début, il était face, mais Drake Maverick, c'est très bizarre le fait qu'ils l'ont rajouté en tant que manager et surtout qu'il rapporte pas grand chose. Au contraire, il baisse un peu Authors of Pain au niveau du charisme. Parce qu'il faut mettre quelqu'un vraiment de fort mentalement à côté et Drake Maverick. Paul Ellering il était pas fort physiquement, c'était vraiment un vieux. Mais il y avait quand même une. Il y avait une prestance. Voilà, une prestance. Parce que Drake Maverick, sa seule prestance, c'est sourire comme un con pendant qu'il gagne et c'est vraiment décrédibilisant. Surtout que ils avaient enlevé le premier manager pour faire comme si AOP allait prendre son indépendance. Ouais. Et ils te rajoutent Drake Maverick. Alors qu'ils auraient pu vraiment prendre son indépendance. Mais après, quitte à enlever Paul Ellering, c'était pour des problèmes de je veux pas être là dans les WWE Live Tour. Et du coup, ils ont dit non, alors qu'ils auraient pu vraiment faire apparaître que dans les Raw ou les pay-per-view. Ce qui dérangeait pas Paul Ellering. Hein. C'est juste comme il est vieux, bah, il avait pas envie de se déplacer tous les jours à travers l'Amérique, ce qui se comprend. Et en plus, dans les Live Tours, t'as pas vraiment besoin de voir le manager. Enfin, c'est vrai. Ouais. C'est plus dans les rivalités que les managers sont là pour. Dans un show télévisé surtout. C'est ça. Donc vraiment un choix de merde de la WWE qui gâche un peu le potentiel de Authors of Pain au niveau du charisme et au niveau des promos. Alors du coup, en 8ème position, mon numéro 8, c'est aussi un autre traitement, mais cette fois plutôt, celui de Nakamura, de Shinsuke Nakamura, et du titre des États-Unis. Ouais. Alors je pense que c'est ton numéro. Je vais pas le dire, ça fait partie de mon flop, mais c'est un peu plus. Mais ça rime quand même avec les traitements de Samoa Joe et de Finn Balor.
puisque là on fait passer Nakamura du haut de la carte, du titre de la WWE au kick-off de Crown Jewel, hein, le pay-per-view Crown Jewel, hein, quand même. C'est ça. Ils l'ont mis en kick-off, hein. Alors que c'est le champion des États-Unis et aussi aucune promo de lui. Des apparitions de 1 minute en vidéo, c'est... Aucune promo, ensuite il affronte qui R-Truth, il n'y a aucune rivalité de construit, quoi. C'est ça, il n'y a aucune rivalité avec Nakamura en ce moment. C'est un peu des open challenge sans en être, donc ça n'en a pas le charme. Non. Et c'est ce qui enlève un peu la visibilité au titre, du prestige, et c'est ridicule. C'est ridiculiser un peu Nakamura en mode on préfère faire passer une promo de R-Truth avant toi, quoi. C'est assez décrédibilisant. Surtout qu'on disait la dernière fois dans une autre vidéo que Nakamura servait une autre rivalité, en l'occurrence celle de Jeff Hardy et de Randy Orton. Et du coup, où est le titre? Il est pas là. Pourquoi les gens, un catcheur normalement se bat pour un titre? C'est ça, et personne veut se battre pour un titre de Nakamura, des USA. Tout comme, et ça va venir à mon 8ème, Seth Rollins et le championnat intercontinental. Ah bah c'est parfait. Parce que moi perso, pendant qu'il y a eu toute cette rivalité The Shield contre les chaînes de la guerre là, et bah le titre intercontinental comme le titre universel, on l'a pas vu. Il n'y avait pas de match en pay-per-view par rapport à ces titres-là. Il n'y avait pas de match en weekly par rapport à ces titres-là. Il n'y avait pas forcément d'aspirant numéro 1. Et maintenant que Dean Ambrose et Seth Rollins se retrouvent un peu tout seuls, ils font une petite rivalité à deux. Mais pareil, j'ai l'impression que la rivalité ne tourne pas autour du titre. La rivalité tourne vraiment autour des deux personnes. Et on va avoir des matchs intercontinentaux entre les deux, c'est clair et net. Mais il n'y a pas de réelle rivalité par rapport au titre. J'ai pas l'impression que Dean Ambrose a envie d'avoir le titre intercontinental. Il y a plus juste envie de se venger par rapport à Seth Rollins, ce qui s'est passé en 2014, 2015, et de revenir un peu sur cette ancienne rivalité qui était vraiment le cœur de Raw pendant une petite année. Oui. Et... Que dire d'autre? Mais vraiment, le championnat intercontinental, on le voit pas. Seth Rollins n'a plus le même prestige en portant cette ceinture qu'il avait il y a quelques mois en faisant des Open Challenge toutes les semaines. Surtout en affrontant Dolph Ziggler. Surtout en affrontant Dolph Ziggler, mais également quand il faisait des Open Challenge et qu'on voyait des superstars comme Mojo Rawley briller pour une fois à Raw dans des matchs qui étaient vraiment corrects, des matchs avec Elias aussi qui étaient vraiment bien et tout ça. Et on a plus le même prestige de championnat intercontinental, Open Challenge et du mec qui a envie de se défendre et défendre son titre comme il disait avant, je veux pas être comme Brock Lesnar. Donc vraiment mauvais point pour Seth Rollins qui perd un peu d'importance. Surtout avec ce titre de prestige, ce qui rejoint un peu ce que tu as dit avec Nakamura. Et donc du coup on espère qu'au Survivor Series le match entre les deux champions, Seth Rollins et Nakamura, va un peu remettre... Surtout que c'est un dream match. Remettre des étoiles comme ça sur les titres. J'espère voir peut-être le match de la soirée. Ça risque peut-être d'être le match de la soirée parce que Nakamura, quand on lui donne plein pouvoir pendant ces matchs, il est capable de briller. Vous voyez les takeovers contre Bobby Roode, contre n'importe quel superstar, les takeovers qui faisaient à NXT, c'était vraiment magistral. On est hype. Et Seth Rollins a la capacité d'être sur le ring et de faire briller n'importe quel superstar qui se combat contre lui et de faire des matchs vraiment intenses qui nous bloquent dans notre siège parce qu'on ne sait jamais c'est qui va gagner. Donc, je suis plutôt hype pour ce match qui a le potentiel vraiment de voler la soirée. Voler peut-être, oui, sinon je dirais quand même Lesnar contre Styles numéro 2. Ouais, Lesnar contre Styles, on est quand même hype. Vous aurez notre vidéo pronostic, on en fera une. Bientôt. On vous promet, ça sortira la semaine prochaine. Ah déjà. Du coup... C'est la semaine prochaine sur Survivor Series. Ah déjà? Ouais. Ah ben... On fera une vidéo pronostic de Wargames et Survivor Series. On essaie d'être très concis et de faire une vidéo d'une vingtaine de minutes, pas plus. Pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. En numéro 7, nous passons au Mixed Match Challenge, et en l'occurrence tout le show. Les matchs, comment on traite les superstars, surtout les superstars féminines, masculines, les rivalités, les fasters, les personnages n'existent plus. Ouais, c'est... Là tu parlais de divertissement et pas de in-ring, mais là c'est vraiment du divertissement nul à chier là. Pur et dur, mais...
Je sais même pas c'est enregistré quand ça. Il me semble que c'est... Je pense que c'est après SmackDown, non? Ou Il me avant. semble que c'est entre 205 et SmackDown. C'est pas le jeudi. Il me semble pas. Non. Il me semble que c'est vraiment... Il me semble que c'est vraiment après SmackDown. Parce qu'on a la pub Facebook live. Donc il me semble que c'est après SmackDown. Mais Mais, de toute façon, que dire? tu m'étonnes qu'après le public de 205 n'est pas dedans. Non, bah C'est non. si t'as le Mix Match Challenge avant, enfin... c'est ridicule. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai regardé les premiers épisodes, j'ai dû regarder les 4 premiers épisodes, mais après j'ai pas continué. C'est horrible. C'est de la télé-réalité en fait. C'est ça, c'est la Tout télé-réalité. ce que personnellement je n'ai pas regardé. Et on le retrouve dans le catch. Et ça peut donner une mauvaise image. Et en l'occurrence, ça le donne. Bah, je suis désolé, mais quand t'as des superstars comme AJ Styles et Charlotte Flair qui se retrouvent à faire un dance break, Mais encore ça, en équipe mixte, ce serait une Dream Team. ce serait une Dream Team en équipe mixte. Tu mets cette équipe mixte à WrestleMania face à une Ronda Rousey, Brock Lesnar en face. Enfin, ça serait ouf. Oui, bah au Survivor Series. Survivor Series, ouais. C'est avait été championne. Tu peux faire ça. Elle avait été championne. Mais en Mix Match Challenge, c'est tellement mal booké, tout le monde s'en bat les couilles en fait. Même les gens qui sont derrière. Mais qu'est-ce que c'est censé vendre? Bah rien. Rien. Faire d'argent en plus peut-être. C'est avec Facebook, le partenariat avec Facebook. Certainement, peut-être. C'est... Encore dans les autres shows, il y a une finalité. Il y a des choses à montrer. Il y a... Ouais, c'est ça. Il y a du potentiel, il y a du catch, il y a du divertissement, il y a du sport. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est des gens qui font des cons. C'est linéaire comme ça, on s'envole jamais. Et vraiment, je regardais ça souvent le matin quand je me réveillais. Enfin, ça me gâchait la journée. Je me réveillais avec du mauvais catch, je me réveillais avec un ennui total. Parce que ça dure quand même 50 minutes cette merde. Hein. C'est pas des petits matchs de 10 minutes. Enfin, c'est déprimant. C'est déprimant. Du coup, passons à ton Passons, mon numéro 7, le heel turn forcé de Becky Lynch qu'on a eu depuis quelques semaines et qui est corrigé. Maintenant, on est plus en train de montrer Becky Lynch comme étant la badass que tout le monde voudrait voir, que étant la heel. Mais pendant environ un petit mois, on a eu un heel turn forcé de Becky Lynch où elle partait des matchs en frappant, en étant disqualifiée, où elle voulait vraiment fuir les matchs. Il y a eu le segment aussi avec Edge à SmackDown 1000 où elle commence à dire ouais tu feras attention à pas te briser ton cou quand tu sors sur le ring. Enfin c'est vraiment forcé s'attaquer à une superstar comme Becky Lynch qui mérite toute sa gloire qu'elle a en ce moment parce qu'elle a osé se révolter face à sa sous-utilisation à SmackDown. Le public la soutient du coup parce que tout le public est d'accord avec elle. Mais on te force quand même le heel turn en essayant de te faire passer une Charlotte Flair qui est insupportable. Que sa promo dans le truc d'entraînement, dans le Performance Center de NXT, c'était horrible. C'est vraiment la meuf qui avait un balai dans le cul et qui disait c'est moi la meilleure et c'est vraiment insupportable. Enfin, ce heel turn forcé était très mauvais pour Becky Lynch. Heureusement, ils ont réussi à corriger avec une promo de cette semaine qui était vachement bien. J'ai tendance à dire que même si c'était un heel turn mauvais, ça n'aurait rien changé à la visibilité de Becky Lynch. C'est ça. De toute façon, donc, mais c'est pour ça que c'est qu'en 7ème position. C'est juste que ça gâchait beaucoup de matchs que le public était derrière Becky Lynch et qui était en train de huer Charlotte Flair alors que les turns sont inversés. Bon, c'est assez classique maintenant dans le catch. Oui, c'est assez classique avec Roman Reigns. Mais encore là, Becky Lynch se vante, c'est un peu, elle est twinner. Ouais, c'est-à-dire qu'elle c'est une face avec des mimiques de heel. Mais en l'occurrence, c'est un peu des deux. C'est la meilleure façon d'être aimé dans le catch de toute façon. D'être aimé, de réussir. C'est ce qui s'était passé avec une époque avec Braun Strowman. C'est ce qui se passe à peu près maintenant aussi avec Braun Strowman. C'est ce qui se passe aussi actuellement avec Elias. Enfin, et là, on a les meilleurs personnages. C'est ça, on a les meilleurs personnages. C'est comme Nikki Cross. Nikki Cross à NXT, c'est une sorte de face, mais avec des comportements un peu de heel. Genre. On va dire que c'est des comportements réalistes. C'est ça. Comme tout le monde a géré. C'est ça. S'il y a des objectifs individuels. C'est vraiment des comportements intimes qui. C'est pas forcé en fait, c'est pas scripté. C'est vraiment des comportements, on laisse le public gérer s'ils ont envie d'apprécier ou pas ce personnage. Donc, ouais, heel turn forcé de Becky Lynch qui n'est plus d'actualité en ce moment, mais qui a gâché quand même certains moments de Raw, certains moments de SmackDown, notamment la promo avec Edge qui aurait pu être vraiment bonne, mais qui finalement était plus
scripté et mal fait. Très bien. Voilà. Du coup, en numéro 6, mon numéro 6, ce sont l'ensemble des matchs de Bobby Lashley à Raw. Ah bah, Alors on en revient à Lio Rush, qui est son manager en l'occurrence, qui l'encourage à chaque match et durant chaque match. Mais malgré tout, on a toujours des performances assez ridicules, assez, très bas level, assez médiocre de Lashley. Le in-ring il est pas fameux. Hein. Mais de toute façon, il n'y a aucune storyline avec Lashley. On ne sait pas ce qu'on va en faire, un heel, un face, un heel. Mais surtout que là, son heel est là juste parce qu'il est sur le ring en train de se vanter qu'il y a des muscles, quoi. Et... C'est encore moins intelligent. Ouais, c'est encore moins intelligent. Il nous aurait fait un heel turn de Lashley par rapport au titre universel. Là, il y aurait eu un intérêt. Il y aurait eu, le mec a un objectif. Là, c'est juste son corps, son objectif. C'est ça. Et tout le monde, il n'y a pas besoin de se vanter. Tout le monde voit qu'il y a des muscles. Tout le monde qui est bien foutu et qui a le potentiel de faire des matchs contre Brock Lesnar. Mais le truc, c'est que c'est pas en faisant face à des Finn Balor, en faisant face à des Tyler Breeze toutes les semaines, que tu vas réussir à pusher Bobby Lashley, qui mérite d'avoir sa gloire d'antan, mais qui... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec lui? Brock Lesnar. Oui, mais comment l'amener? Là, on est dans... Là, il est au début de la carte, il affronte... Comment l'amener? J'ai pas envie de nommer Finn Balor un jobber, parce que ça n'en est pas un. Mais là, c'est un peu ça, tout le monde s'en fout. C'est un peu pour chauffer la salle, même si ça ne chauffe rien du tout. Ça ne chauffe rien du tout. Ça calme tout. Mais sinon, comment l'amener? Comment le ramener un peu... comment lui redonner du prestige d'antan? Déjà, peut-être l'orienter vers la course, vers le championnat intercontinental. Ah, je dirais tout de suite le titre universel. Mais après, s'il faut faire le titre universel, commencer une petite rivalité avec Braun Strowman. Tu fais une petite rivalité avec Braun Strowman où il la remporte. Il y a le Royal Rumble qui approche. Donc certainement, lors de ce Royal Rumble, Bobby Lashley pourrait prendre une part importante. Je ne verrais pas gagner le match, parce que ça ferait un finish comme Roman Reigns en 2015. Ouais, comme Batista. Ou comme Batista en 2014. Mais... peut-être que dans ce Royal Rumble, il y aura un face-à-face Bobby Lashley-Braun Strowman où l'un des deux va réussir à éliminer l'autre. Du coup, dans ce cas, on veut que Lashley élimine Strowman. Oui, donc si Lashley élimine Strowman qui est vexé, qui rentre dans le ring, qui le tabasse, ça peut être un truc du genre. Mais il y aurait une défense de Lesnar au Royal Rumble de toute façon. Ouais. Déjà trouver un aspirant qui ne soit pas Strowman. Ouais, Strowman de toute façon aura une place importante dans ce Royal Rumble, je pense. Parce que l'année dernière, il y avait déjà un triple threat match avec Strowman et Lesnar et Kane. Ouais, et Strowman était dans le Royal Rumble, il me semble. Non, je pense pas. Ah non, c'est Parce qu'ils ont fait le Royal Rumble match en opener. Ah ouais, c'est vrai. Avant le match pour le titre. C'est vrai. En l'occurrence, ils vont pas mettre un challenger. Moi je verrais bien un Finn Balor Brock Lesnar, mais. Finn Balor Brock Lesnar. Écoute, là on en revient à la même chose. Comment pusher Finn Balor? Comment pusher Finn Balor, ça... C'est une autre question. C'est une autre question. Peut-être le mettre dans l'équipe de Raw au Survivor Series et qu'il fasse une performance comme Dolph Ziggler à l'époque. Mais apparemment les équipes sont déjà faites. Ouais. Il y a eu des fuites. Et là, Bobby Lashley serait dedans. Donc peut-être pusher... Je pense qu'il sera plutôt éliminé dans les 3 premiers. Ouais, mais comme Bobby Lashley serait dans la même équipe que Braun Strowman, why not? Ah, très bien. Ah, why not? Très bien. Donc on verra bien concernant Bobby Lashley dans le futur. Pour l'instant, ce qu'ils font avec, c'est pas terrible. Là, je vais passer vite fait sur mon 6ème, c'était le Mixed Match Challenge. C'est la même chose. On a déjà parlé. Du coup, je t'en prie, on va inverser. Tu peux faire ton 5ème. Je vais faire mon 5ème, du coup, le 5ème. Les 6 Woman Tag entre le Riot Squad, Bayley, Sasha Banks et Natalya. Mais Natalya, vous pouvez la retirer, c'est plus le traitement du Riot Squad qui mériterait d'avoir un énorme push parce que c'est une équipe qui a énormément de talent, notamment Liv Morgan qui à chaque prestation me scotch, genre à chaque fois elle progresse et c'est vraiment intéressant de la voir catcher. Même Ruby Riot, elle a des petits segments, des petites mimiques de visage qui font que elle peut vraiment être utile dans cette faction et vraiment tout dégommer sur le passage dans la division féminine de Raw.
Et après le traitement Bayley-Sasha Banks, qui mériterait une rivalité entre les deux personnes. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé, mais ça mériterait une rivalité entre les deux personnes. Bayley et Sasha Banks, il y avait une opportunité, ils l'ont gâché, ils préfèrent les laisser en tag dans en étant mid-card et en faisant des matchs pas terribles. Encore le match de cette semaine à Raw, la encore revanche d'évolution. Ils mettent 3 fois les mêmes matchs chaque semaine. Il n'y a pas de prestige des matchs de pay-per-view. Normalement, des matchs de pay-per-view, c'est des matchs que tu ne vois pas la semaine en weekly. C'est des matchs qui donnent envie de payer pour aller regarder justement. Des matchs Velveteen, Thomas Ciampa comme on va avoir à War Games, c'est un match qu'on ne verra jamais en weekly. Et si on doit le voir, il va se passer quelque chose à la fin. Il n'y aura pas vraiment une finalité. Et là, des matchs comme ça, c'est très bien. Tu fais un 6-woman tag à Evolution, c'est très bien. Mais par contre, après, réitérer ça pour donner le match à ceux qui l'ont pas vu et qui n'ont pas pu payer, enfin c'est déprimant et ça gâche beaucoup de potentiel dans cette division féminine qui se prétend être en évolution, mais qui quand même reste bien en deçà de la division masculine. On va dire que c'était parce qu'il fallait caser un match féminin à Raw. Ouais. Alors on a mis ça. On a mis le maximum de divas de superstars féminines. Surtout qu'à la fin, il commence à avoir une rivalité Natalia, Ruby Riott, avec notamment Ruby Riott qui casse les lunettes de Natalia, qui était à son père. Mais voilà, pour faire ça, pourquoi pas faire un match Natalia-Ruby Riott au lieu de faire un 6-woman tag qu'on a déjà vu 3 fois. C'est ça le problème. Mais bon, la division féminine de Raw est pas top de sa forme. À part un truc, on parlera dans la top, mais cette division féminine, même si elle est en parfaite évolution entre guillemets, stagne quand même depuis quelques mois et c'est assez déprimant. Très bien. Du coup, mon numéro 5 à moi, ce sont les absences de John Cena et de The Rock au SmackDown 1000. Alors, tout d'abord, ce sont 2 figures importantes du show. Qui a démarré en 1999 ou 2000. Et ce sont vraiment qui ont construit le show avec d'autres superstars comme Eddie Guerrero ou Batista ou même Kurt Angle. Ouais. Et là, elles étaient absentes. Alors The Rock, parce qu'il y avait la relation avec l'Arabie Saoudite qui aurait pu mettre un frein à sa carrière cinématographique à Hollywood. Et John Cena parce il a fait un petit clip. Ouais, mais clip de vidéo d'1 minute pour dire qu'il félicitait SmackDown de sa progression. Qui serait toujours là, mais nous on les veut sur le ring. C'est vrai. On veut une promo, et pas celle de l'Undertaker. On aurait pu avoir une promo tout simple sur le ring avec une intervention d'un catcheur. On aurait même pu avoir un match avec John Cena, parce que John Cena est censé être quand même un catcheur et pas à la retraite, il n'y a rien. John Cena il est encore superstar de la WWE, donc on aurait pu très bien avoir un match pendant ce SmackDown là avec John Cena, notamment un match contre Mysterio, contre Rusev, ça aurait pu être intéressant. Non, la promo pour moi ça me suffisait. Et ils seraient venus ensemble, à 2. Ou une promo avec justement l'Undertaker pour revenir à ce qui s'est passé à WrestleMania, ça aurait pu être tellement cool, mais bref. Là il y avait déjà la rivalité avec DX. Oui, Après Triple H a fait une petite rivalité avec Batista. C'est vrai. Donc oui, on aurait pu faire ça avec Cena et l'Undertaker. Voilà, du coup, ton numéro 4. Ah ouais, numéro 4. On va passer... Bah justement, je parlais de Rusev. Ah. La rivalité Rusev-Aiden English. Alors là, c'est très teinté. C'est genre, au départ, ça commençait tellement bien. Alors le problème, c'est que Rusev Day n'a jamais eu une grande ampleur. Au niveau du public, oui, mais au niveau des pushs, que dalle. Ils ont perdu tous les matchs pour les titres, que ce soit en individuel ou en tag team. C'était vraiment... Je pense qu'ils sont pas très appréciés dans les bureaux de la WWE. Bah vu les tweets de Rusev, ouais, c'est vrai. Ça ne m'étonne pas. Après, la rivalité Rusev-Aiden English méritait d'avoir une bonne importance à SmackDown pendant quelques mois ou même quelques semaines, parce que qu'est-ce qui s'était passé à Milwaukee, c'était vraiment hyper intéressant à suivre, que ce soit la première semaine, la deuxième semaine, et là la troisième semaine on apprend qu'il s'est rien passé, que c'était juste Aiden English qui a foiré le truc, et là tu te dis putain, ça va être encore plus intense parce que tu te rends compte qu'il a menti, et on a un match et la rivalité est finie, et un match qui finit en 2 minutes. Et ça méritait pas ça, ça méritait vraiment pas ça, ça méritait peut-être un match en pay-per-view, ça méritait quelque chose
de cool. Ça aurait pu être une rivalité comme Enzo Amore et Big Cass qui pendant quelques mois si les était matchs vraiment étaient intéressante. décevants. Les matchs étaient décevants, mais la trame derrière était vraiment intéressante. Et ici, la trame était intéressante 2 semaines et après, inutilité totale. Un match en 2 minutes où Rusev gagne et il y a une English qui est absent de la carte maintenant. Au lieu de faire des danses, les McMahon, ils auraient pu Ouais. Ils auraient pu mettre ça. mettre la rivalité sur sa lancée. Même un match de 10 minutes avec Aiden English qui perd par disqualification ou un truc du genre, ça aurait pu être vraiment intéressant. Mais non, ils préfèrent arrêter ces rivalités-là pour mettre des matchs de merde et Des matchs de merde. des matchs de merde. Parce qu'il y a vraiment des matchs inintéressants à Raw. Mais en l'occurrence, c'est à SmackDown. À SmackDown, oui. Mais il y a des moments inintéressants à SmackDown aussi. La danse de Shinsuke Animera. Et des Carmella surtout. Oui, de Carmella aussi. Carmella. Fallait la mettre hein, dans ton top. Non, Carmella en face, j'aime bien. Ouais, c'est inutile hein, quand même. C'est inutile, mais j'aime bien. Là, c'est divertissant et c'est pas dénigrant parce qu'il était déjà dénigré avec Jesse Hemsworth avant, donc il n'y a pas de potentiel gâché. Jesse Hemsworth, sa présence au SmackDown 1000. Flop numéro 1. Putain, ouais. Quoique c'était plutôt drôle. Mais Bah, on aurait préféré The Rock. C'est vrai. Bon, ton quatrième. Du coup, mon quatrième, c'est le retour de Brock Lesnar comme champion universel, pardon, j'allais dire champion de la WWE. Peut-être un jour, peut-être une unification des titres. Imagine. Mais non, le titre est rouge, il va rester à Raw, il est rouge, c'est la couleur du show. En l'occurrence, Lesnar, après la semi-retraite de Roman Reigns, qui a rendu le titre, la semi-retraite, on ne veut pas que ça se passe comme ça, bien sûr, on espère qu'il reviendra. Lesnar a affronté Braun Strowman à Crown Jewel, et dans un match qui devait passer comme une démonstration de puissance de Braun Strowman qui devait arriver à supporter 5 F5 et ensuite malheureusement céder, a été perçu comme comment dit-on, une branlée. Une branlée. Une branlée. Il y a un terme catchesque. Il y a un terme catchesque. On a plus le mot. Mais une branlée un squash. Un squash. Voilà, merci. Du coup, il y avait une intervention juste avant que la cloche ne sonne pour débuter le match, de la part de Baron Corbin qui attaquait Strowman avec la ceinture. Strowman qui n'arrive pas à supporter un coup de ceinture alors qu'il s'est pris une ambulance dans la gueule il y a même pas un an. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'âge. C'est l'âge, ouais. Et du coup, est-ce que je me souviens plus, est-ce qu'on a eu un retour de cette rivalité au Raw d'après? Non. Ah si. Braun Strowman qui essaie de poursuivre Baron Corbin dans les vestiaires. C'est vrai, mais en tout cas ça sert les intérêts de Lesnar, qui encore une fois ne va pas défendre son titre, même si Roman Reigns ne l'avait fait qu'une fois. Ouais. Et on le verra en tout cas au Survivor Series pour un match face à AJ Styles qui s'annonce bon quand même. Ouais, j'espère une victoire d'AJ Styles. Oui, pour un peu équilibrer la chose par rapport à la défaite de l'année dernière. Ouais. Mais on le reverra ensuite seulement au Royal Rumble, où il affrontera, on ne sait pas encore. Il sera à Raw cette semaine. Hein. Pour ne pas catcher en tout cas. Oui, pour ne pas catcher. Mais on va le voir cette semaine et ensuite, pendant combien de temps on va voir cette semaine sur Survivor Series et après ce sera Royal Rumble. Je pense qu'il y aura quand même. Ou même TLC. TLC, non. C'est un show mineur en l'occurrence. Mais comme promo à Raw, est-ce qu'on le verra une ou deux fois déjà? Ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais en tout cas, Lesnar champion, c'est un retour. Et est-ce qu'il va défendre son titre au Royal Rumble? Ah bah si. Ou est-ce qu'il va être dans le Royal Rumble? Non, s'il est champion, il va pas. Bah ça tombe, ça sera un Royal Rumble pour le titre. Pour le titre, et bah écoute, ce serait une bonne nouvelle. Ce serait une putain de bonne nouvelle. Mais s'il arrive à gagner en entrant en 30e position là. Par contre, s'il arrive à gagner en entrant en 15e, tu vois, ça serait plutôt pas mal. En premier en tout cas. Là, ce serait une vraie performance. Et ça donnerait de la crédibilité à Brock Lesnar. Mais je pense qu'il ne catchera pas une heure. Non. Le chèque sera trop gros. Ouais. Le chèque de l'Arabie Saoudite va changer de main. Mais s'il devient champion UFC, je doute clairement. Moi par contre, ce que je suis intéressé, en parlant de Royal Rumble, c'est est-ce qu'il y aura Triple H, Shawn Michaels, Kane et Undertaker dans le Royal Rumble? Ça serait écoute, Triple H en tout cas avec son muscle pectoral. Peut-être pas, mais Shawn Michaels, une apparition au Royal Rumble? Non. En arrivant en 27ème comme une fois où il a gagné, ça pourrait être... Pourquoi pas en fait? Pourquoi pas, mais... Shawn Michaels qui gagne le Royal Rumble et qui apparaît dans le main event de WrestleMania face à AJ Styles.
C'est pas mal ça. Non, j'aurais dit l'Undertaker entre ensuite ou avant. Ou en tout cas, il y a un face-à-face sur Rumble. Oui, il y a un face-à-face qui annonce peut-être le dernier. Le dernier, parce que on dit toujours le dernier, mais c'est jamais le dernier. C'est jamais le dernier. En l'occurrence, là, on pense que ce sera le dernier match entre l'Undertaker et Shawn Michaels, qui peut être annoncé pour WrestleMania 35, 10 ans après le classique, le plus grand match de tous les temps, celui de WrestleMania 25. Là, on va essayer d'être un peu plus rapide parce qu'on voit qu'on s'attarde beaucoup trop. Ouais. Un peu plus rapide, troisième position, Finn Balor contre Bobby Lashley, tous les matchs, on en a déjà parlé. Plus besoin de réitérer, c'est de la merde, ça sert à rien et ça gâche du temps à Raw qui dure déjà beaucoup trop longtemps. Donc là je vais avancer directement à ma deuxième position, le traitement de Sanity et Shinsuke Nakamura à SmackDown. Sanity on les voit pas alors que c'était une équipe comme Authors of Pain qui avait énormément de potentiel à SmackDown et dans le main roster et qui finalement n'apparaît pas pendant de nombreuses semaines pour revenir pour présenter Nikki Cross. Donc peut-être que quand l'équipe est au complète, et ça va être beaucoup mieux et ils ont un certain push parce que l'équipe là est vraiment au complète. Complet tu veux dire? Au complet, c'est ça. Est vraiment au complet. Mais Sanity ça manque un peu à SmackDown qui reste toujours dans le même match entre la division tag team. Écoute, peut-être une draft de Bray Wyatt. Ah ouais. Et une rivalité Sanity Wyatt Family. Ça ce serait ouf. Ça serait vraiment taré. Booker sur booker sur TOW 2016. Tu peux faire c'est quoi? Fais la pub. Jouer à TOW 2016, c'est vraiment très bien, vous pouvez booker les shows de vos rêves, même si le public est des fois un peu trop exigeant. Sinon dans la deuxième position, il y avait aussi le traitement de Shinsuke Nakamura que toi t'avais mis en 9ème, il me semble. Ouais. Non, 8ème. En 8ème. Moi je l'ai mis en 2ème parce que je trouve que c'est une superstar qui avait énormément de potentiel. Sa rivalité avec AJ Styles était très très bonne. Mais qui depuis qu'il a le titre des États-Unis, on ne le voit plus. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait chier. Mon numéro 3, moi, c'était Shane McMahon, Best in the World, mais je vais en reparler dans mon numéro 1. Ok. Parce que c'est dans le show complet de Crown Jewel. Ok. Mon numéro 2, eh ben, j'en ai déjà parlé. Au SmackDown 1000, c'est la danse des McMahon. Alors on nous annonce comme ça une danse tout à fait ridicule. Dance break. Là c'était le flop numéro 2, là on a été un peu... c'était malsain quoi, on n'était pas bien. C'était gênant. C'était gênant tout à fait. Alors nous on veut de l'explosif et là on a une danse. C'est surtout que t'as la vision de Vince McMahon en une phrase. Ouais, pourquoi vous parlez de ça? Les gens veulent du divertissement, vous aurez donc un dance break. C'est exactement ce qu'il nous fait chaque semaine à Raw. Si pour lui le divertissement c'est faire des danses et être ridicule sur le ring, eh bah dégage. Laisse la place. Laisse la place. Laisse la place. Je pense que beaucoup de personnes dans le vestiaire pourraient booker beaucoup mieux les shows et... Putain... Mettre de meilleures promos. C'est ça. Pour l'anniversaire. Voilà, mais Drake Maverick en tant que booker, ça serait bien. Tu le verrais pas. Et en plus, il ferait des beaux shows. Autant mettre Page. Et là, on va arriver à notre 1 commun. Numéro 1. Numéro 1. Ah bah du coup, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ah bah du coup, on finit sur une bonne note. Comment une bonne note? C'est peu dire, hein. Alors, pour vous raconter une petite histoire, j'avais un entretien d'embauche un samedi, comme ça, à 16h. Ouais, c'était 16h. 16h. Un entretien d'embauche à 16h. Et il y avait Crown Jewel à 17h. J'avais donné rendez-vous à Jessie à 17h à Crown Jewel. J'avais donné des rendez-vous aussi à des potes pour qu'on regarde tout ça en face. On savait que ça allait peut-être pas être fameux, mais la carte était très intéressante et on pouvait être surpris. On l'avait dit. On l'avait dit aussi sur Twitter. Mais du coup, je me dépêche, je fais mon entretien d'embauche, on part à 16h30, on rentre à 17h. Bah même à 17h10, on loupe à peu près 10 minutes du début du show, mais on a regardé dans la voiture. Le kick-off. On a loupé le kick-off. On a loupé le kick-off. Rusev contre Nakamura. Mais apparemment c'était pas fameux, pas bref. Ouais, voilà. On s'est posé devant la télé, et pendant 5 heures on s'est fait chier. C'était déprimant, c'était horrible. Peut-être un point positif, c'est le public qui était agréablement... Bon, il était bon. Il était bon. Il était bon par rapport au Greatest Royal Rumble, il était bon, mais en tant que public de catch, c'était pas fameux non plus. Non, après, il faut voir les premiers rangs comme. Ouais, les premiers rangs. Et... À Riyad, c'était la même chose qu'à Jeddah. C'est ça, ils avaient des canapés en plus. C'est vrai bien.
Ça me déprime. On va ramener ton lit, ton canapé. Ah ouais, on va ramener mon canapé à WWE Live Tour Paris. Alors que, comme tu disais, en Australie, ils avaient de simples chaises. Ils avaient de simples chaises et le show était beaucoup mieux. Parce que le show, on n'a pas parlé de Super Showdown, mais Super Showdown c'était très bien. Hein. C'était vraiment bien. Correct. Hein. C'était bien. C'était vraiment correct. Il y a des bons moments. C'est ça. Surtout le main event. Le main event. Enfin, on va en parler après. Hein. On va en parler après du main event. Il est dans mon top. Ah, très bien. Donc on va en parler après. Bref, pour parler conciliement de Crown Jewel. Pas Crown Jewel. Hein. Pour parler conciliement de Crown Jewel, le kick-off était nul. Les matchs pour la Coupe du Monde, il y avait The Miz et Rey Mysterio et il y avait quoi le match? Il y avait Kurt Angle contre Ziggler qui était bien. Kurt Angle contre Ziggler qui était bien avec un résultat un peu bof parce que faire revenir Kurt Angle pour faire perdre sur un zigzag, c'est bof. Il y avait Rey Mysterio The Miz que j'avais plutôt bien apprécié. Non, c'était plutôt un bon match, je trouvais. Il n'y a pas une bonne alchimie pour moi entre les deux, mais. Moi j'ai trouvé que c'était un match qui se regardait et qui. Très bien, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait sauver de ce match de Coupe du Monde Bah écoute, rien. C'était tout. Il y avait quoi Mysterio The Miz, Jeff Hardy The Miz, c'était pas ouf. Non. Non, il y avait ces deux matchs là. Encore une fois, le pire c'était les traitements de Seth Rollins, Rey Mysterio pour moi, qui méritait d'aller en finale. Ah, Seth Rollins, Dolph Ziggler, c'était pas mal aussi. Seth Rollins, Dolph Ziggler. Ouais, c'était redondant, mais c'était bien aussi dans le. Ouais, je veux dire, c'était les deux font toujours du bon catch. C'est ça. Après le traitement, surtout des deux que je viens de citer, de Kurt Angle, s'attendait vraiment pas à ça en fait. Non. Mais tout ça pour servir les intérêts de Shane McMahon. Ouais, Shane McMahon qui s'est vengé par rapport à tous les mèmes qu'il y a sur internet, parce qu'il y a des mèmes qui disent que depuis longtemps, depuis que Shane McMahon est dans le catch, que c'est le meilleur catcheur au monde pour un peu se foutre de sa gueule, parce que pour eux c'est pas un catcheur, c'est un cascadeur. Mais il est donc best in the world. Il est donc maintenant meilleur du monde. Dans un final dithyrambique, c'était nul à chier. CM Punk. Et ouais, sa réaction à la fin était vraiment nulle. Et ça méritait pas ça, ça méritait vraiment pas ça. Franchement, on était sur le canapé, là, c'est le même canapé. On vous le dit, hein, mais on était un peu choqués, mais de la mauvaise manière. Ouais. On est déprimés, t'as vu? Faut se dépêcher, il n'y a plus de batterie. Du coup, le tournoi était nul. Le catch était mauvais. Le catch était mauvais, les performances n'étaient pas bonnes. Après, on a eu AJ Styles contre Samoa Joe, comme on a déjà parlé, c'était pas vraiment utile. Après, le match en soi n'était pas mauvais, mais c'était pas forcément utile. Oui. On a eu The Bar, New Day qui était pas mal. Ah non, j'aurais dit nul. Ah non, vu ce qu'ils nous font d'habitude. Ah oui, vu ce qu'ils nous font d'habitude, c'était nul. Dans ce pay-per-view là, ça passait mieux vu ce qui arrivait après. Brock Lesnar, Braun Strowman, on a déjà parlé. Et le main event, nul, parce que c'était vraiment ma plus grosse attente, DX contre Brother of Destruction, qui était 30 minutes de pure merde. À part ce qu'on va parler dans le top. Ouais, il y a un top pour moi, il y a un top, oui, c'est la performance de Shawn Michaels qui quand même, là toujours, quoi, comme on dit aux States, he still got it. Ouais. Et c'est un peu le seul point positif de ce show. C'est ça. Bon voilà, on a fini avec les flops, on se retrouve dans 2 petites minutes pour parler des tops. Et on se retrouve, nous, 1 heure après, vous, 30 secondes après, pour maintenant les tops de ce qui s'est passé de mieux à la WWE depuis Super Showdown. Et du coup, je te laisse commencer avec la 10e position de ce qui s'est passé de mieux. Ma 10e position à la WWE depuis Super Showdown, ça concerne le sacrement du mariage de AOP. De AOP. Concernant les titres de champion par équipe de Raw, cette équipe a notamment gagné contre Seth Rollins dans un match handicap. Ouais. Alors que la rivalité entre Seth Rollins et Dean Ambrose battait son plein. C'est ça. Et donc, le champion intercontinental a dû combattre seul.
Et c'est ça, dans un match handicap qui était plutôt pas mauvais. Seth Rollins a fait un très bon travail, a réussi à bien se défendre pendant ce match, qui n'a pas duré non plus une éternité. Mais c'est bien amené. IOP a montré sa puissance face au très grand Seth Rollins. Greatest man in the world, baby. C'est ça. Adam Cole, baby. À la fin, on a eu Dean Ambrose qui est revenu faire un peu sa merde dans cette rivalité. En gros, on a enfin des champions par équipe qui méritent le titre de champion par équipe. Les autres méritent aussi. D'Euro. Là, c'est une vraie tag team. On va avoir un bon match au Survivor Series entre eux et The Bar. The Bar. Ça peut être vraiment plus qu'intéressant. Du coup, ton numéro 10. Mon numéro 10, je vais être très rapide, c'est le travail de Ronda Rousey en ce moment à Raw. Ronda Rousey qui s'affirme comme étant la meilleure catcheuse féminine de Raw, en étant l'une des meilleures championnes que Raw n'ait pu connaître, et qui, le travail de Ronda Rousey qui s'est révélé également dans la rivalité avec Nikki Bella, où elle a réussi à faire des putains de bonnes promos, et qui au fur et à mesure de ses matchs évolue constamment dans ses prises, dans son charisme et dans aussi ses expressions faciales. Ronda Rousey qui est une bonne championne féminine de Raw. Elle travaille avec notamment Polyman. Yes. Qui est très influent. Donc voilà, c'était ma 10e place. On va passer à ta 9e place. Ah, la 9e place concerne bien sûr Kurt Angle et son personnage de Conquistador. Et d'ailleurs, c'était pourquoi? Pour être qualifié. Qualifié lors du tournoi pour être le meilleur du monde que, bien sûr, nous en sommes revenus là. C'est Shane McMahon qui a remporté le tournoi. On en a déjà parlé. S'il n'était pas qualifié. Mais en tout cas, c'était un grand moment. Un bon moment. Un moment divertissant, voilà. C'était génial, c'était incroyable. C'était jouissif. Je dois avouer que c'était quand même très drôle. C'était jouissif. C'était très drôle de reprendre cette rivalité avec Baron Corbin dans un autre personnage et de faire un retour aussi. D'habitude, il y a des moments comiques un peu gênants. Ouais. Mais là, c'était vraiment très drôle avec cette petite musique. C'était agréable. Allez, on va faire. C'est parti. Avec sa petite danse. Hey, le Angle Slam del Conquistador. Alors que pour ma part, la 9e place est un peu plus sérieuse. Ça concerne NXT UK, le premier main event de cette première diffusion de NXT UK sur le WWE Network. C'est un match pour le NXT Championship, détenu par Pete Dunne qui va affronter Noam Dar de 205. Pete Dunne. C'était un putain de match, donc voilà, c'était notifié pour relancer. Pete Dunne. Avec la bouche comme ça. The Bruiserweight. Avec la bouche. C'est ça. La bouche comme ça. Noam Dar qui a fait un de ses meilleurs matchs contre Pete Dunne. C'était un match intense et qui lançait bien cette nouvelle émission de NXT UK. Voilà. Du coup, 8e position. Ma 8e position, c'est le traitement quant à lui de Drew McIntyre, qui commence petit à petit à être poussé dans la division de Raw et à s'approcher du titre universel, même s'il est ancré autour des reins de Brock Lesnar. Mais en tout cas, il est dans le haut de la carte. Il a une rivalité face à Braun Strowman, il remporte des matchs face à Kurt Angle. C'est ça. Un match, c'est vraiment incroyable d'avoir un Kurt Angle Drew McIntyre à Raw en 2018. C'est ça. Bientôt 2019, et ça fait plaisir parce qu'il y a un charisme chez ce mec. Ouais. Il y a une puissance comme ça. Il y a une prestance. Une brutalité. On retrouve l'Undertaker de 1999. C'est ça. Et surtout qu'on peut également notifier que certains articles venant tout droit des bureaux de la WWE souhaitent donner un rôle important à Drew McIntyre en 2019. Donc peut-être le sacre de Drew McIntyre en tant que champion. Le Rumble, le dernier homme lors des Survivor Series et du Rumble. Peut-être au Rumble, peut-être que ça sera lui le victorieux. Pour gagner le titre. Ce serait vraiment inattendu et très intéressant pour WrestleMania. Enfin un nouveau visage dans le haut de la carte. Pour ma 8e position, je souhaite dire le traitement et la rivalité entre les War Raiders et Undisputed Era, notamment leur match qu'ils ont eu à NXT. Donc les War Raiders face à Undisputed Era. Et le match qui a vu le retour de Bobby Fish. Bobby Fish, man. De Bobby Fish après une belle année de... The System. D'abnégation au ring parce qu'il était blessé. D'abnégation, non, ce n'est pas le terme, mais loin des rings. Loin des rings, ouais, c'est ça. Il restait souvent en tant que manager.
mais Undisputed Era retrouve sa forme d'antan, retrouve tout son potentiel face aux War Riders, qui sont vraiment une équipe à regarder de très près, parce que c'est deux gros boulites qui font des trucs de luchador, et c'est génial. Donc bonne gimmick pour les War Riders, Undisputed Era qui sont au sommet de leur art, et certainement un NXT War Games, un match War Games qui va voler le show. Envoyer du feu. C'est ça. Envoyer du pâté. C'est la 7ème position et pour ma part ça concerne le Trick or Street Fight de SmackDown spécial Halloween entre Big E et Cesaro il me semble. Ou Kofi Kingston et Cesaro. Mais en tout cas c'était incroyable, c'était génial, c'était comme El Conquistador, c'était comique mais il y avait de la qualité catchesque, il y avait du bon sens, c'était agréable, c'était bien, c'était un bon moment. Ça m'a fait plaisir, c'était drôle, il y avait des kendo sticks, des kendo sticks, il y avait des je dois avouer que c'est le seul SmackDown que j'ai pas vu de ce mois-ci. C'est honteux. Donc je n'ai pas pu voir ce match. Mais c'était très bien, c'était extrême. Okay. En plus, le New Day était déguisé en... Comment il s'appelle je ne sais plus. Une vieille équipe de la fin des années 90 avec Gangrel et Jen Christian. Okay. Mais avec le déguisement spécial, avec les dents de Dracula et le sang, le faux sang. Okay. C'était agréable. Ok. Et moi en 7ème position je souhaiterais mettre la rivalité Mustafa Ali et Hideo Itami qui s'est terminée dans un excellent Fan Count Anywhere à 205 en main event. C'était un putain de match. Digne de tout ce que sait faire 205 dans ses main events. Donc voilà, qui s'est terminé sur un finisher de Mustafa Ali sur Hideo Itami sur la table. Ça s'est terminé comme ça, avec un tombé sur la table, et c'était vachement divertissement. Surtout que Mustafa Ali maintenant a une opportunité au titre face à Buddy Murphy dans le kick-off de Survivor Series. On connaît, je pense, déjà le résultat, mais on peut déjà prévoir un excellent match. Mon numéro 5, eh bien, malgré le paper... 6 seulement 6. T'es sûr? Ouais. Et bah du coup, exactement, on allait rater le meilleur, c'est le face turn d'Elias. Enfin, je pense que... Est-ce que tu l'as mis dans ton... Oui. En numéro 5. Donc, numéro 5. On va dire qu'on fait le même point. On va déjà faire d'un coup. Hein. On fait le même point, donc du coup, c'est encore génial, c'est encore meilleur. Que dire, cet homme est génial, cet homme est incroyable. Il maîtrise la foule. C'était pendant très longtemps la meilleure partie de Raw, quand c'était les Raw de merde. Et là, on attendait vraiment cette partie-là, et là, c'est devenu vraiment l'apogée pour Elias. Peut-être une avancée vers un titre, peut-être une avancée vers vraiment un gros push. Mais en tout cas, le public le fait savoir, notamment son match contre Dolph Ziggler, où le public était totalement fou. C'était dingue, c'est bien de pusher comme ça quelqu'un qui mérite. Enfin... Ils auraient dû faire ça avec le Rusev Day. Et là, heureusement, ils le font avec Elias qui a été incroyable. On attend de voir où ça mène, mais en tout cas, ça promet de grandes choses pour ce lutteur. Exactement. En 6ème position, je vais mettre le Last Woman Standing de Evolution entre Becky Lynch et Charlotte, qui est certainement l'un des meilleurs matchs qu'on aurait pu avoir dans le domaine féminin de cette année. Et qui était vraiment intense et qui clôture bien, qui clôture bien cette rivalité entre Charlotte et Becky Lynch. On ne sait pas si c'est terminé parce que pour l'instant elle est en rivalité face à Ronda Rousey pour préparer les Survivor Series. Mais en tout cas, c'est je pense le match à retenir de cette rivalité pendant ce temps. Tout à fait cher ami. Du coup, mon numéro 5, malgré le pay-per-view Crown Jewel, il y a quand même une bonne note qui est celle... concernant le retour de HBK, le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, du haut de la 3ème corde et la descente du coude. Ça passe, et on va passer au Switching Music. Mais en tout cas, on s'est ramené en 2010. C'est ça. Et même avant, littéralement, c'était... Il a toujours, comme on dit... Il a toujours cette pop en lui. He still got it, without air. With a bald skull, you know what I mean. Oui, il est chaud. You know what I mean. Mais c'était le seul point positif. C'était le seul point positif parce qu'à côté il y avait Triple H qui était blessé. Et donc, même du main event. Triple H était blessé dans ce match et donc du coup il a réussi à faire le match de la DX à lui tout seul. Et c'était vraiment un truc à ne pas lui enlever.
Pour moi, il n'est pas dans le top, mais c'était vraiment la meilleure partie de ce match Voilà, qui promettait mieux et qui était décevant. Mais je le mets en 5ème position, c'est l'aspect nostalgique et quand même, il est toujours présent. Il nous a fait un moonsault du haut de la 3ème corde. C'était vrai. C'était génial. Un moonsault suicidaire qui a enlevé le masque de Kane. Ah non, ça c'était avant. C'était avant. C'était avant, mais bon, HBK, tu l'as toujours, reviens à WrestleMania 35. Moi, je signe tout de suite. Donc pour moi, ma 5ème position, c'est bien évidemment le heel turn d'Elias qu'on vient juste de notifier. Le face turn, tu veux dire. Le face turn d'Elias qu'on vient juste de notifier. Mais je vais directement passer à ma 4ème position qui concerne également NXT UK et cette faction des frères Kofi et de Wolfgang. Une nouvelle faction à la Undisputed Era, mais pour NXT UK. Wolfgang qui était face, qui a exécuté son heel turn sur Mark Andrews, il me semble que c'est ça, Mark Andrews. Il a exécuté son heel turn sur Mark Andrews. Depuis, il est en faction avec les frères Kofi, une faction de gros boulites qui va bien. Une faction très brutale. Et on a eu cette semaine un excellent match 3 contre 3 dans cette faction, avec cette faction contre Mark Andrews, un mec qui ressemble fortement à Shelton Benjamin. Et je ne sais plus le nom de l'autre, mais c'était un excellent match qui mériterait fortement de regarder NXT UK parce que ça devient hyper intéressant au niveau des rivalités. Écoute, très bien, je te crois, je ne regarde pas ce show. En tout cas, le numéro 4 pour ma part concerne alors 2 points qui portent le même nom, c'est Evolution. Alors premièrement, on a déjà parlé que le Last Woman Standing entre Becky Lynch et Charlotte Flair, mais là on veut parler tout simplement du pay-per-view. C'est vrai que ça rentre dans les annales, dans l'histoire. On n'attendait pas grand chose. On n'attendait pas grand chose tout de même. Vu tout le booking qu'il y a pour les matchs féminins dans les weekly, on s'attendait quand même à un grand nombre de botches, on s'attendait quand même à des matchs pas si bien scriptés, et finalement on n'a pas été déçus. Ouais, il y a eu des retours, il y a eu des moments de nostalgie aussi, il y a eu des grands combats, il y a eu du Ronda Rousey, du Brie Bella, il y a eu de la bataille royale, même si c'était mal build-up. Ouais, le build-up était très mal fait, mais la bataille royale était vraiment impressionnante et avec un bon final. Du coup voilà, c'était le pay-per-view qui est le pay-per-view du mois féminin pour un peu nuancer Crown Jewel et la non-présence des femmes. Et donc une note à ce pay-per-view, on mettrait 7,5. 7,5. Moi je mettrais un 7, ouais, 7, environ. 7,5. Et ce numéro 4 porte également le nom d'Evolution parce que un des meilleurs moments, le 4ème donc pour moi, meilleur moment du mois, c'est la réunion de l'Evolution avec Triple H. Is a mystery. The mystery. Avec notamment, oui, la rivalité. Entre. J'y viens, mais tout d'abord la réunion de Triple H, Ric Flair, wouh, Randy Orton et l'animal Batista. Alors, bien sûr, ça fait tellement plaisir. Batista. On veut le revoir, bien sûr, on veut le revoir sur un ring. Et même lui, il veut revenir plus fréquemment. J'espère. Et les voir à 4 comme ça, il y a eu une explosion de charisme qui est venue comme ça, avec l'entrée. Franchement, c'était époustouflant. C'était vraiment très très fou. Incroyable. Et donc, du coup, la promo des 4 se termine par une future rivalité annoncée entre Triple H et Batista, qui annonce un match, mais qui se moque de Triple H, qui a pourtant tout fait dans le métier, sauf le battre. Et ça peut annoncer un match pour WrestleMania 35. Si Triple H s'est remis de sa blessure. Une blessure muscle pectoral en tout cas. Ça prendrait longtemps. Ça prend du temps, il reste 5-6 mois. Ouais. Il peut avoir des chances. Après, c'est un truc qu'on pourrait revoir par exemple au SummerSlam un peu plus tard, mais on sait déjà que si Triple H se remet de sa blessure d'ici les quelques mois à venir, un match contre Batista, c'est un professionnel. Pour être annoncé. C'est un professionnel, et puis WrestleMania 35, c'est un anniversaire. C'est un anniversaire. Même si maintenant on ne met plus le numéro des pay-per-view, le chiffre. Ouais, c'est ça. Là c'est seulement WrestleMania, mais bon, c'est quand même le WrestleMania 35. C'est un anniversaire et c'est important. C'est important. Pour ma part, 3ème position, on revient toujours sur les mêmes personnes. Undertaker contre Triple H
au Super Showdown. Donc déjà, il y avait le retour de Shawn Michaels au bord du ring, pas en tant que catcheur, mais le retour de Shawn Michaels qui a fait quelques spots hyper sympas lors de ce match, mais également un match qui a atteint ma nostalgie. Je me suis revu en 2008, je me suis revu dans cette grande période où que des grands catcheurs s'affrontaient dans les weekly. Ouais. Cette période où j'étais un grand fan à regarder l'Undertaker monter. Snitsky. Snitsky. Non, quand même pas, mais. Ils étaient là. Ça a pris ma nostalgie en moi. J'ai apprécié ce match, même si je comprendrais les gens qui ont été un peu déçus. Mais je pense que pour un match qui s'est passé en Australie, dont les personnes n'attendaient pas non plus grand chose, et bah il y a eu des spots vraiment sympas, il y a eu des. C'était une victoire vraiment belle et le final était vraiment assez jouissif. Il était jouissif, oui, tout à fait. Mais au niveau catchesque, pardon. Il n'y a pas eu beaucoup de botch, il n'y a pas eu de. Ah, quand même, c'était pas du grand catch. C'était pas du grand catch, mais je veux dire, il y a eu beaucoup de pop au niveau du public. Voilà, ça jouait comme HBK à Crown Jewel, là il y avait de la nostalgie et c'était jouissif. Après, il fallait peut-être s'arrêter à ce match-là, mais foncièrement. C'était pour moi l'un des matchs qui m'a marqué de cette année. C'était pas non plus le meilleur match, mais c'était vraiment un des matchs qui m'a marqué cette année parce que justement l'aspect nostalgie. Voilà. Nostalgie. Donc ta deuxième place. Ma troisième place aussi d'abord. Ta troisième place d'abord, oui. Nous allons trop vite aujourd'hui. Nous allons trop vite. Alors ça concerne le retour d'Aleister Black et le heel turn de Johnny Gargano. Qui a donc suivi l'agression il y a 2-3 mois d'Aleister Black. Alors donc il y avait une sorte d'enquête de Cluedo. Ouais, c'est ça. Sur le nom de l'agresseur. Très bon booking d'ailleurs, parce que Aleister Black de base était blessé, mais pas du tout par rapport à ça. Et du coup il y a eu toute une histoire avec Nikki Cross qui elle savait l'histoire. Nikki Cross d'ailleurs qui est un point positif de ce qui s'est passé, mais on l'a pas marqué, mais elle fait partie de l'histoire. Donc je le dis quand même, elle a révélé le nom, l'identité de l'agresseur à Aleister Black qui a pété un câble lors de son retour, sur William Regal, sur tout le monde, sur les officiels, sur les mecs en backstage. Et donc il est arrivé dans le ring, et il a agressé William Regal, et par derrière, un super kick, il se prend. Et cela par Johnny Gargano, révélant son heel turn et le nom de l'agresseur en même temps. Beaucoup de choses à prévoir dans cette rivalité, beaucoup de choses à prévoir pour l'avenir de Gargano. C'était génial parce que c'est incroyable. C'était tellement bien amené. C'est bien écrit, c'est bien booké. De toute façon, on aura l'occasion d'en revenir parce que c'est aussi placé dans mon top. Oui, tout à fait. Et pour conclure, il y a le match annoncé au War Games entre Aleister Black donc et Johnny Gargano. Un match qu'on n'a jamais eu et qui s'annonce de haute volée. Et Wargames s'annonce comme, je pense, le meilleur takeover de l'année. Deuxième position, évidemment, la promo de Roman Reigns. Et du coup, donc, pour moi, c'est mon numéro 1. Donc, ouais, donc on va en parler distinctement maintenant. Maintenant, est-ce que sur le 2 on est d'accord, non? Sur le 2. Ah non, sur ton 1, toi, t'as mis aussi de NXT. Mais bon. Sur mon 1, j'ai mis NXT, mais la promo de Roman Reigns, certes, dans la WWE, c'est pas un bon point parce qu'on perd quand même un catcheur qui était quand même l'un des visages de la WWE récemment. Mais c'était tellement bien de voir Roman Reigns faire une promo qui n'est pas scriptée, faire une promo qui vient de son cœur et pas une promo qui vient juste des officiels qui ont dit fais ci, fais ça, fais ci. Il a exécuté l'une des meilleures promos de sa carrière pour dire qu'il y avait une leucémie. C'est vraiment dommage, mais c'était tellement émouvant, ça lançait tellement bien raw. Et dans un sens, ce départ fait beaucoup de mal à l'univers du catch. Mais dans un autre sens, ça va faire beaucoup de bien à Roman Reigns. Parce que quand il va revenir, si jamais il revient, l'univers sera derrière lui. Ses collègues catcheurs seront derrière lui. Et je pense peut-être aussi que tout le monde sera derrière lui, que ce soit les officiels et tout. Et ça pourrait redonner un boost dans sa carrière, plus que positif. Donc, c'est pas bon courage à Roman Reigns, mais je pense que c'est pas non plus une mauvaise chose qu'il prenne du recul par rapport à son métier.
Après, on va pas être content qu'il parte. Non, on mais n'est pas content. On va dire les conséquences de ça, c'est que ça change beaucoup de choses dans le booking. C'est ça. Dans le Raw déjà, parce que le Raw du 22 octobre, quand il a annoncé ça, c'était incroyable. Ce Raw était génial. Ce Raw était très bien. Les Raw qui l'ont suivi sont très sympathiques. Parce que, vas-y, je t'en prie. Les Raw qui l'ont suivi, notamment le Raw cette semaine et tout ça, certes, avec toujours des bookings à chier à l'intérieur, l'emblème général restait quand même très sympathique. Mais l'Euro du 22 octobre, il y avait une ambiance particulière, c'est pour ça que je n'aurais pas noté ce show comme tu as pu le faire. Parce que c'était à peu près la même ambiance que lorsque Eddie Guerrero ou Chris Benoit sont morts. Parce qu'il y avait quelque chose derrière, il y avait toujours une arrière-pensée, Et c'est pour ça, ça donnait un goût particulier, une saveur, et pas une saveur positive, bien sûr, on n'est pas content, on n'est pas heureux que ça se passe comme ça. On a tous pleuré. Hein. On n'était pas bien, on a mal dormi. On a mal dormi, mais c'est un Raw qui restera dans l'histoire en tout cas. Ouais. Et pour moi, c'était mon numéro 1, que dire de plus? Que dire de plus à part ce que tu as dit? On espère qu'il reviendra vite, et peut-être au WrestleMania, mais bon... La leucémie, c'est pas... Ça se combat pas si facilement. C'est pas une gastroentérite. C'est ça. On le reverra peut-être pour des promos, pour des petits segments backstage. Écoute, j'espère déjà. Si déjà il revient comme ça veut dire que tout va bien. On attend d'avoir des nouvelles, mais on souhaite tous un bon rétablissement à Roman Reigns et qui revienne quoi. Tout à fait. Du coup... je vais faire mon numéro 1 comme ça, bah non. Bah du coup je vais faire ton numéro 2 puisque tu peux finir. Vas-y, fais ton numéro 2. Mon numéro 2 ça concerne directement Roman Reigns et le Shield. Parce que c'est bien le heel turn de Dean Ambrose qui arrive comme ça, qui nous fait un ascenseur émotionnel. À la fin du Raw du 22 octobre donc. Après avoir remporté les titres avec Seth Rollins. C'est ça. Et là c'est l'ascenseur émotionnel, c'est le choc moral, on s'y attend pas quoi. C'était prévisible, mais peut-être pas lors de ce Raw-là. Pas maintenant. Pas de ce Raw-là. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose, ça intensifie un peu plus la rivalité je pense. Mais justement, est-ce que on joue là-dessus? Je pense qu'on joue là-dessus. Est-ce qu'on joue sur la maladie de Roman Reigns? Je pense que c'est à peu près joué sur la maladie de Roman Reigns, parce que c'est un peu se dire, tiens, dans cette même soirée, il y a Roman Reigns qui est parti, il y a eu le Shield qui est venu lui rendre visite à la fin de sa promo, pour qu'à la fin, il y a Dean Ambrose qui trahisse. Ça rajoute quelque chose, parce que comme tu dis, il y avait une ambiance assez négative à ce Raw. Négative, je dirais pas spécial. Non, mais une ambiance assez glauque. C'est plutôt, c'était lourd. Et du coup... terminer sur une note négative, c'est vraiment jouer à peu près sur la promo de Roman Reigns. On se dit que la vie comme ça, tu vois, la vie c'est le catch. Le catch c'est la vie. On se dit que la vie ça nous rattrape toujours. Ouais. Quand on se dit ça, on est mal. C'est indescriptible, après, c'est un Hilton qui va marquer. Mais du coup, moralement, c'est pour ça que je dis par rapport à la maladie de Roman Reigns, moralement, je sais pas si c'est une bonne chose. Moralement. Ouais, moralement, c'est peut-être pas une bonne chose. C'est pas, voilà. Mais scénaristiquement. Mais scénaristiquement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est génial. C'était peut-être le meilleur Raw de l'année. Peut-être pas de l'année. Ah, faudrait... J'ai pas les Raw en tête, hein, mais peut-être pas de l'année, mais ça en fait partie en tout cas. Après, oui, il y a toujours des faiblesses, même dans ce Raw-là, quoi. Ouais. Mais il y avait un cheminement aussi, et là, on est passé de là, et encore là au-dessus. Comme ça, on voit pas ma main, mais bon, c'est encore au-dessus, quoi. C'était incroyable. Et moi, de mon côté, j'ai terminé sur le numéro 1, toi c'était Roman Reigns. Moi, mon numéro 1, c'était vraiment tout ce qui se passe à NXT en ce moment, avec notamment Tommaso Ciampa, avec notamment et surtout Aleister Black, toute la rivalité, le Inter de Johnny Gargano, mais même la rivalité Tommaso Ciampa Velvet Dream qui reprend un second souffle, parce que il y avait déjà eu cette rivalité il y a à peu près 2 ans quand c'était l'inverse, Velveteen en heel et Tommaso en face. Maintenant c'est l'inverse, sauf que maintenant il y a un titre en jeu. Lars Sullivan qui reprend l'ampleur, qui reprend un esprit monstre après avoir été juste jobber. Aleister Black et Johnny Gargano qui sont au sommet de leur art, avec vraiment des promos chaque semaine qui me font lever de mon canapé. On a vraiment à NXT tout ce qui se fait de mieux à la WWE, et c'est vraiment sur ça que j'aimerais conclure, c'est que Raw, SmackDown, 205, NXT UK, tout ce que vous voulez, ils ont beau être ouf des fois,
et NXT sera toujours au-dessus. Parce que NXT, c'est vraiment, j'ai l'impression de vous revoir des shows de l'époque de catch, de puissance catch. C'est vraiment des shows bien écrits, des shows qui ont un sens, des shows qui arrivent à mettre en valeur des superstars, et c'est ce qu'on n'arrive plus à faire dans le même roster, et c'est ce qui est bien dommage. Donc voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Eh ben écoute. N'hésitez pas à regarder NXT UK, ça commence à bien démarrer. 205, c'est toujours un très bon divertissement sportif. Également Raw, SmackDown, ça commence à être mieux, avec toujours quelques faiblesses, mais ça commence à être mieux. C'est toujours assez divertissement, dans l'ensemble. Et bien sûr, le haut du panier, au-dessus, le Mixed Match Challenge. Et surtout, regardez le Mixed Match Challenge, c'est vraiment incroyable. Ce qui se fait de mieux. C'est génial. J'espère que vous ne démarrez pas la vidéo à ce moment-là, parce que vous avez tout loupé. Vous avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Mais en tout cas, regardez le Mixed Match Challenge. C'est le pur catch. Regardez ça avec des enfants, même eux, ils vont dire que c'est de la merde. Bref, c'était les frères catcheurs pour une vidéo bilan qui a beaucoup trop duré. Beaucoup trop, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis. Ouais, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @lesfrèrescatcheurs. On est souvent actifs, on critique souvent les shows chaque semaine, on dit souvent notre avis sur l'actualité catchesque. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En dessous. On fait du catch, je parle de cinéma, et on va essayer d'être plus actif au niveau du catch. C'était Louane, c'était Jesse. Ciao tout le monde. Bam!